Ok. Non, 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 ça, tu vois, ça c'est pas possible. Bonjour à tous et bienvenue dans cette FAQ des 10 000 abonnés qui est un petit peu en retard, mais de fait pour avoir un son potable ici, il fallait que j'attende d'avoir des micros, ça a mis le temps d'arriver et du coup là on va pouvoir se lancer. Pour cette FAQ, j'ai voulu prendre quelques questions qui revenaient régulièrement soit en commentaire, soit que parfois vous m'avez posé en MP, et puis broder un petit peu autour parce que les questions elles sont directes et tout court et tout ça. C'est pas forcément le plus révélateur de la chaîne et l'idée c'est aussi de vous montrer un petit peu les coulisses, qu'est-ce qu'on a derrière et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. J'en ai sélectionné 8, du coup c'est parti. Première question, comment ça va? Vous avez été beaucoup à me poser cette question et je vous en remercie. Alors, très honnêtement, on va commencer par les choses très factuelles. Le monde a arrêté d'être un énorme bocal de cornichons, donc j'ai retrouvé un odorat qui est à peu près normal, il y a quelques restes par-ci par-là, mais dans l'ensemble, c'est bon. Donc cette partie-là, c'est ok. En revanche, j'ai le droit à l'intégrale du tiercé perdant, essoufflement, fatigue et problèmes cognitifs, la concentration beaucoup dans mon cas. A priori, c'est très lié à l'anémie que j'ai toujours, suite au fait, pour ceux qui ont suivi les petites aventures à l'intérieur de l'organisme, c'est lié au fait que les globules rouges ont pris cher dans leur gueule et que du coup, il n'y en a plus assez. Donc comme le cerveau, c'est très gourmand en oxygène, c'est à peu près 20% des besoins en oxygène pour 2% de la masse de votre corps, de fait, là, il est au service minimum. Donc c'est encore un petit peu lent, je suis pas la machine de guerre que j'étais il y a encore 3 mois, mais voilà, on remonte doucement. Une question qui était intéressante, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi de dire que je l'avais chopé, cette saloperie-là. Après tout, le secret médical est un truc qui existe aussi pour les vulgarisateurs. Dans mon cas, il faut bien comprendre que c'était très lié avec ce qui a été notre politique de la page depuis le début. L'idée que quand on vulgarise de la science, quand on explique de la science, quand on montre comment on fabrique la science et quand on montre aussi pourquoi est-ce que telles choses sont des pseudo-sciences et pas de la vraie science, une chose qui est très importante, c'est de parler de la faillibilité. Et en science, comme quand on fait de la vraie médecine ou autre, il n'y a jamais une solution qui est absolument infaillible. C'est pas parce que vous faites tout bien que ça va marcher, et surtout, les chercheurs sont des gens comme les autres. Et depuis le début, tout ce qu'on vous dit, c'est un peu la technique des gruyères, quand on a essayé d'expliquer les différentes méthodes de protection, les différents modes de prévention, ça réduit vos risques. Pour autant, la science est froide, la science n'est pas morale, et la vie est injuste. Et vous pouvez être quelqu'un qui fait absolument tout bien comme il faut et le choper quand même. Voilà, d'autant plus que, on va dire, depuis que je suis en Estonie, ma vie sociale ressemble à peu près à celle de mes collègues qui étudient les pingouins en Terre Adélie. Donc, voilà. Donc clairement, c'était pas moi qui sortais le plus. Et l'idée est aussi de dire que, quand on parle des personnes à risque qui peuvent faire des formes, alors dans mon cas j'ai pas fait une forme grave, j'ai fait une forme qu'on dit préoccupante, mais j'ai pas eu besoin d'être hospitalisée. Mais quand les gens visualisent les personnes à risque, ils visualisent pas un chercheur qui a 30 ans, qui sort par -18 faire ses observations sans jamais choper la crève, qui mange équilibré, qui fait une taille 34 et qui fait 3 km par jour dans la neige pour aller au bureau. C'est pas ça que les gens visualisent. Ils visualisent beaucoup des personnes absolument en fin de vie en se disant de toute façon ils seraient morts dans 2 ans. Ça n'est pas vrai. Les gens qui tombent malades, qui ont des séquelles ou qui font des formes graves, qui ont besoin d'être hospitalisés, des gens qui ont une fragilité quelque part et ça ne se voit absolument pas dans leur vie de tous les jours. Donc l'idée c'était aussi de communiquer sur ça et d'essayer d'arracher un petit peu de la tête des gens cette image qui est très mortifère et qui est très dommageable pour beaucoup de personnes. Donc ça va mieux. C'est pas encore ça. Les séquelles sont des vraies séquelles. Si vous avez des proches autour de vous qui sont atteints de ces séquelles, prenez soin d'eux. Ils sont pas en train de faire semblant, ils sont pas des tirs au flanc, ils sont juste en galère. Voilà. Et c'est pas facile. Deuxième question, puisque j'ai mentionné l'Estonie à l'instant, c'est quoi l'Estonie? C'est où et qu'est-ce que tu y fais? Alors, l'Estonie, c'est un des 3 pays baltes
C'est-à-dire que si vous voyez les 3 pays scandinaves qui sont tout en haut, et bien vous avez les 3 pays baltes qui, eux, sont sur le côté de l'Europe. Voilà, vous avez les deux types de démarcation. C'est le plus au nord des 3 pays baltes, c'est-à-dire que par rapport à la France, je suis littéralement dans la plus grande diagonale que je pouvais faire pour être loin de chez moi, en restant dans l'Union européenne. Voilà. Donc je suis là, je travaille à l'heure actuelle à l'université de Tartu, qui est le centre culturel et scientifique du pays. Petit pays, hein, on est à 1,5 million d'habitants, quelque chose comme ça. Ici, on a surtout de la neige, des marais et des corneilles. Et à l'heure actuelle, c'est les corneilles que je suis venue étudier ici. Alors, ça fait écho à d'autres travaux que j'avais fait avant à Paris, où j'étudiais encore des espèces que les gens ils aiment pas, puisque je suis une emmerdeuse et que j'aime toujours aller là où les gens ne veulent pas aller. Et à Paris, j'étudiais les rats. J'en profite pour vous dire que d'ailleurs, il y a le livre que j'ai écrit à ce sujet qui devrait sortir incessamment sous peu. Alors j'espérais qu'il sorte avant ça et que je puisse vous donner tout de suite un lien, mais comme j'ai galéré à faire les corrections parce que j'étais en retard, et parce que j'étais malade, parce que tout ça, il n'est pas encore sorti. Il va arriver, il va s'appeler Brigitte, étude de la cohabitation urbaine interespèces, sauf si mon éditeur décide de changer le titre au dernier minute, auquel cas je vous mettrai des trucs dans la description pour que vous le sachiez. Et ce sera publié chez L'Harmattan. C'est le livre accessible et vulgarisé et intéressant, en tout cas je l'espère, d'une étude que j'ai faite, qui avait été commencée en 2019 à Paris, sur les rats et les relations que les gens entretiennent avec les rats et les souris en milieu urbain, et en l'occurrence à Paris. Donc je fais un petit peu la même chose ici, mais avec les corneilles et avec les Estoniens. Voilà. Globalement, mon travail ici, c'est ça. La troisième question n'est pas vraiment une question qui a été posée directement, c'est plus un ensemble de questions qui est revenu assez régulièrement et sur lequel c'était intéressant de faire un petit éclairage. Docteur, chercheur, médecin, c'est quoi la différence? Et moi, je suis quoi? Alors, il faut savoir que lorsqu'on a créé la page d'Androbat Doctor, si vous remontez dans les archives, vous verrez que ça date de 2018, si ma mémoire est bonne, l'été 2018 même. Et à ce moment-là, le Covid, on n'y était pas. Donc, à l'origine, l'idée, c'était d'utiliser cette page pour faire de la vulgarisation sur ce qui était ma spécialité, à savoir être beaucoup plus en méthodologie et en zoosémiotique. Et quand le Covid est arrivé et que j'ai rejoint un petit peu la grande armée de volontaires des vulgarisateurs, comme on était sur un thème médical, il y a pu avoir un petit peu de confusion. Donc du coup, on va remettre les choses sur le plan. Si vous regardez la série Doctor House, en anglais, elle s'appelle House MD. Ça veut dire Medical Doctor. Ailleurs, à peu près partout dans le monde, docteur, ça ne veut pas dire médecin. C'est une confusion qui existe chez nous, mais elle est assez franco-française. Il y a peut-être d'autres exceptions aussi, mais généralement dans le monde d'académique, on fait tout à fait la différence. Docteur, c'est ceux qui ont eu un doctorat. En l'occurrence, moi j'ai eu un doctorat. Si j'arrive à vous afficher une photo de la soutenance, là, vous verrez l'espèce d'énorme annuaire qui est à côté de moi à ce moment-là. C'est ce que j'ai rédigé, c'est ma thèse de doctorat. La thèse de doctorat, c'est un programme de recherche. C'est quelque chose que vous faites pour être un chercheur. Et c'est de fait un travail très conséquent. Les thèses d'exercice que font les médecins pour être médecins, c'est des thèses qui sont beaucoup plus petites. Et pour une raison très simple, est-ce que tu veux bien te dégager de devant l'écran, s'il te plaît ? Pour une raison très simple, c'est que les médecins sont des praticiens. Ils n'ont pas que ça à faire, de faire de la recherche. En l'occurrence, eux, ce qu'ils font, c'est de la pratique. Ça a aussi beaucoup gêné pendant le Covid, lorsque les gens disaient « mais est-ce que les chercheurs, ils s'y connaissent mieux que les médecins ?» Oui, en tout cas, sur ce que étaient ces points de vue-là. Le métier d'un médecin, c'est un praticien du soin, donc c'est avant tout la pose d'un diagnostic. C'est-à-dire que vous avez une personne qui arrive devant vous en disant « j'ai mal là, j'ai ça, et des fois je dors mal ». Et le médecin, son métier, ça va être de prendre soin du patient, de le rassurer, de lui expliquer ce qu'il a, d'arriver à avoir une collection de symptômes, une collection de signes, et d'arriver à en tirer un diagnostic, donc une maladie, un syndrome, un symptôme. Si il a des soupçons, mais qu'il ne sait pas de savoir quels examens il faut faire pour arriver à être sûr, est-ce qu'il faut faire une prise de sang, et qu'est-ce qu'il faut chercher dans la prise de sang, est-ce qu'on fait une radio, est-ce que ceci. Mais une fois que le diagnostic est posé, c'est pas lui qui peut dire, voilà, c'est telle molécule qui soigne telle maladie. Ça, c'est le boulot de la recherche. Et la recherche, ensuite, elle inscrit tout ça dans le Vidal, et comme ça, après, ils peuvent lire le Vidal, et ils peuvent savoir, du coup, qu'est-ce qu'ils doivent donner à leurs patients.
C'est un petit peu confusant parce que les gens connaissent pas forcément cette partie-là, mais de fait, la partie de la recherche, elle est faite par des docteurs et donc par des chercheurs qui ensuite permettent à des médecins de savoir quoi donner. Donc la confusion existe, mais c'est bien deux professions qui sont très différentes. Et encore une fois, quand moi j'ai démarré la page, c'était en tant que chercheur pour présenter ce qu'étaient mes thèmes de recherche, présenter de la méthodologie, et à chaque fois que je parle, que j'essaye d'expliquer des trucs ou de les vulgariser, c'est avec mon passif et mon background de chercheur, et en particulier de méthodologiste. Je ne suis pas votre médecin, ça ne sert à rien de me demander des diagnostics en MP, je vous les donnerai pas. En revanche, ce que vous pouvez me demander, ce que parfois certains m'ont fait, c'est de me dire « j'arrive pas à parler avec mon médecin de ça, j'ai peur de tel traitement ou etc. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire ?» Et auquel cas, ce que moi je peux faire ou vous aider à faire, c'est savoir où en est la recherche sur votre maladie, sur vos molécules, sur ce que vous prenez, et vous dire voilà les derniers papiers, voilà les dernières méta-analyses, voilà où en est le consensus scientifique, allez imprimer ça et parlez-en avec votre médecin. Mais ça n'est jamais moi qui vais vous donner, ni moi ni aucun des membres de l'équipe, d'ailleurs je précise, qui vont vous donner un conseil médical. Premièrement parce que c'est interdit, et deuxièmement parce qu'on ne sait pas faire. Et si un jour je me mets à vous donner un conseil médical en vous disant prenez telle molécule, etc., ne me croyez pas, c'est que j'ai pété les plombs. Voilà, c'est tout, on s'arrête. Question numéro 4, donc quitte à parler de l'équipe, c'est revenu également comme sous-question, quand on parle de l'équipe, il y a qui exactement? Alors déjà il y a moi. Ça, vous vous y attendez. Globalement, tout ce qui est de l'écrit à proprement parler, c'est moi. Voilà. Lorsque vous posez une question en MP qui est un peu technique, qui demande des sources, qui demande de la méthodo, c'est moi aussi. En autre partie d'écriture, il y avait le narrateur, que vous aviez déjà entendu dans les podcasts. Lui aussi faisait un petit peu de l'écriture, dans le sens où il réécrivait les échos des labos, les chroniques écrites, pour en faire des choses audio. Parce que vous pouvez pas réenregistrer exactement comme c'est écrit, c'est pénible. Il reviendra très probablement lorsqu'on fera d'autres choses sur les podcasts audio, sans doute de la méthodologie, sans doute des points un petit peu plus longs sur un thème, et pas sur des choses aussi fugaces que l'écho des labos. Ensuite, on a un deuxième membre, j'ai envie de dire majeur et même fondateur de la page, c'est le modérateur. C'est aussi lui parfois qui répond dans les MP, auquel cas vous le savez, puisqu'il se présente toujours en disant « Bonjour, ici le modérateur, est-ce que tu peux te pousser de devant la caméra s'il te plaît ?» Le modérateur, vous l'avez également croisé dans les commentaires, et pour certains, vous l'avez même croisé en convention. Si vous avez croisé un mec qui était en train de tourner autour avec une pelle, c'est généralement lui. Voilà. Dans le cas des podcasts, vraiment pour la partie audio, on avait aussi la jeune Cassiopée qui nous aidait et qui faisait, elle, du mixage son pour que ce soit propre et joli à écouter. Donc, à l'heure actuelle, l'équipe est majoritairement composée de moi et le modérateur, et puis le narrateur et la mixeuse reviendront peut-être lorsqu'on montrera d'autres choses. Il y a, je vais pas dire un autre membre de l'équipe qui reste, mais il y a aussi quelqu'un qui travaille un petit peu sur ces chroniques en plus, qui est un personnage assez particulier, c'est-à-dire ma maman. Voilà. Alors, ma maman fait un truc assez ingrat, on va pas se mentir, c'est-à-dire que avant la publication de chaque écho des labos, on passe à peu près 1 heure à relire l'écho des labos pour simplement la relecture, on va dire, orthographique et grammaticale. Pourquoi? Alors, c'est intéressant d'en parler maintenant, je pense, parce que je me suis dit que ça servait à rien de réserver la bière à chaud, mais c'est un point sur lequel j'aimerais bien revenir quand même un petit peu, c'est que la raison pour laquelle je me sens obligée de faire autant de relectures et pour laquelle on y passe autant de temps de manière aussi systématique, c'est qu'à un moment donné, j'ai failli arrêter la chronique à cause de ça. Il y a un moment donné, alors je sais plus, c'était pendant le premier confinement encore, donc c'était on était vraiment au début de la chronique encore, elle n'avait pas du tout l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Et je ne sais plus exactement la date, mais je sais que c'était le moment où on avait une première étude qui était hyper importante, puisqu'elle était la première à montrer que peut-être, le Covid n'était pas une maladie respiratoire comme on l'avait cru, mais c'était une maladie vasculaire. Et ça changeait tout. C'était d'une importance capitale pour comprendre ce qui était en train d'arriver. Et du coup, quand j'ai fait la chronique, je me disais, bon,
il faut que j'arrive à bien expliquer ça, parce que pourquoi est-ce qu'une maladie vasculaire elle donne des trucs dans les poumons, c'est un petit peu compliqué, donc ça m'avait vraiment pris du temps pour arriver à expliquer ça. Et je sais que dans les réactions qu'il y a eu au moins 5 commentaires, et j'ai reçu au moins 3 MP qui portaient sur le fait qu'il y avait des fautes d'orthographe. Il y en a même un, si jamais il se reconnaît, je lui ai pardonné depuis le temps, j'ai eu le temps de dormir, de prendre une bière, voilà, de me calmer, tout va bien. Qui avait juste dit « Oh, il y a des fautes !» écrit F au chapeau. Et à ce moment-là, la grande dyslexique devant l'éternel que je suis et qui se bat contre son handicap depuis la classe de CP, s'est dit « J'en ai rien à foutre, j'arrête tout. » Voilà. Alors, vous avez la chance que j'étais à ce moment-là confinée avec ma maman et que ma maman me connaît depuis le temps et qu'elle a dit « Non, mais attends, pose-toi, écoute, je vais relire, on va... » Parce que à ce moment-là, j'étais furax. Voilà. Donc, depuis, je me suis dit que ça servait à rien, que je m'énerve sur les commentaires des fautes, parce qu'il y en aura toujours, peu importe l'effort que je fais, le nombre de fois que je refais, il y en aura toujours. Donc, autant en prendre son parti, et puis on va consacrer du temps à la relecture, et ça prendra le temps que ça prendra, avec un tiers, parce que moi, j'en suis pas capable. Voilà, donc c'est un membre absolument de l'ombre, vous saviez absolument pas qu'elle bossait là-dessus, et si elle n'avait pas été là, la chronique, elle serait plus là non plus. Donc voilà, vous pouvez remercier ma maman parce que tout le monde peut toujours remercier les mamans. De toute façon, ça mange jamais de pain. Parlons un petit peu plus de la chronique maintenant. 5e question, pourquoi l'écho des labos? Après tout, qu'est-ce qui pousse un chercheur qui pourrait très bien profiter du confinement pour être juste posé vaguement en vacances dans un coin à s'infliger tout ça? Alors, il faut savoir que ça fait déjà un moment que j'étais de toute façon investie dans l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation populaire globalement. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà vu sur la chaîne les conférences que je donnais pour Prométhée Éducation, qui est une super association, et qui est vraiment de l'éducation populaire au sens premier du terme. Donc c'était déjà de toute façon quelque chose qui pour moi était important et qui faisait partie du rôle du chercheur. Et du coup, ça fait un moment déjà que je parle à mes amis proches et que je leur explique comment est-ce que, non, il faut pas croire tout ce qu'on lit sur les réseaux, tout ce qui est sur internet n'est pas vrai, voilà. Et qu'ils ont acquis des réflexes, et je les en remercie. Notamment quand ils trouvaient un truc un peu incroyable, un peu trop beau pour être vrai, et ils avaient le réflexe de dire « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je partage ? Je vais demander à quelqu'un qui est chercheur et qui connaît, et qui saura dire si ça a l'air sérieux ou pas. » Et du coup, il m'envoie des trucs. Et généralement, je dis, écoute, ça c'est publié dans une revue Prédateur, à mon avis, ça n'a pas l'air très sérieux. Ou dire, écoute, je connais pas le domaine, mais les gars ont l'air sérieux, ça a l'air d'être publié dans un endroit qui est classe. Voilà, c'est... à mon avis, ça peut le faire. Sauf qu'avec le Covid, il y a eu une masse d'informations absolument incroyable qui est arrivée. Dégage de la caméra, dégage de la caméra. Avec le Covid, il y a eu une masse incroyable d'informations qui est arrivée et je pouvais plus suivre en fait parce que j'avais plein de gens qui m'envoyaient en MP tout le temps et parfois plusieurs fois par jour et parfois plusieurs fois les mêmes. Oui, on a vu ça, qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce que machin. Et oui, vraiment, je me suis dit, je vais faire une revue générale, et puis je vais faire ça, je vais tout passer en revue. Parce que ils n'ont pas besoin d'une réponse là dans la seconde, ils peuvent attendre quelques jours. En vrai, tout le monde est confiné chez soi, c'est bon, ça va, vous n'avez rien d'autre à faire de vos journées de toute façon. Et donc je me suis dit, tiens, on va faire ça sur l'ensemble, et puis comme ça, je pourrais aussi faire des catégories pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Arrive à ce moment-là le modérateur, qui revient me tapoter sur l'épaule en me disant, meuf, je te rappelle que t'as une page, publie ce truc. Et je fais, oh, qui est-ce que ça peut bien intéresser, un truc comme ça? Je vous laisse quelques secondes pour mettre des commentaires gentils pour le modérateur, parce que c'était beaucoup son idée, on va pas se mentir. Et de fait, l'écho des labos a pris de l'ampleur, beaucoup d'ampleur. J'avoue qu'on a parfois été un petit peu dépassé par le succès que ça a eu, parce que ça nous a ramené une communauté qui est absolument formidable. Ça nous a ramené un paquet d'emmerdes aussi. Voilà, clairement, on a eu de tout. On a eu des gens qui ont essayé de m'apprendre mon métier. On a eu des gens qui ont essayé de savoir si on était payé par Big Pharma. Alors il faut savoir que au moment où on a commencé l'écho des labos, j'étais au chômage. Donc du coup, j'aurais aimé. Hein, voilà, j'attends toujours mon chèque. Si Big Pharma m'entend, j'attends toujours mon chèque. Voilà.
Donc on a eu des gens qui étaient insultants, ça on en a eu plein, on a eu des gens qui étaient menaçants, ça on en a eu moins, mais on a quand même des dépôts de plainte qui sont en cours. Voilà. Donc ça nous a ramené beaucoup de choses. Et puis, la question de l'écho des labos, elle s'est ensuite plus trop posée parce que chaque fois que j'interrompais la chronique, hormis la période où j'ai été malade, où vous avez tous été adorables et m'avez fichu une paix royale parce que j'avais vraiment besoin de repos et je vous en remercie, régulièrement dès que j'arrêtais la chronique, j'avais plein de MP qui arrivaient dans la boîte et qui reposaient encore plein de questions. Et du coup je me suis dit bon tant qu'il y a des sujets à traiter, il faut que ça continue. Et du coup, je me suis retrouvée là-dedans. C'est extrêmement bien parce que ça m'a aussi permis de faire la connaissance de plein de gens qui s'étaient dit un peu la même chose, qui s'étaient dit qu'est-ce que je peux faire pour aider dans cette grande crise? Moi je suis pas médecin, moi je suis pas infirmière, moi je suis pas aide de labo, mais je peux expliquer des choses. Je peux combattre la désinformation, je peux organiser des notes de manière à ce que les gens y comprennent un peu ce que disent les papiers, etc. etc. On a même rejoint un collectif pour ça. Question numéro 6, en ce qui concerne justement le collectif. Il y a encore eu une question il n'y a pas très longtemps pour savoir comment est-ce qu'on travaillait avec eux, c'était quoi la répartition des rôles, qu'est-ce qu'on faisait exactement. Le collectif, vous le connaissez déjà parce que il relaye toutes les publics que je fais, c'est le collectif Covid-19 Fédération. Donc globalement notre travail là-dessus, ça consiste à faire ce qu'on fait déjà en temps normal, savoir que le modérateur modère là-bas, que moi j'apporte des sources autant que je peux à chaque fois qu'il y a des questions un petit peu techniques. J'ai surtout été plus active au début de la création du collectif, c'est-à-dire lors du deuxième confinement, un petit peu avant le deuxième confinement majoritairement. Donc voilà ce qu'on fait. On a aussi eu à faire des debunks qui étaient plus gros, plus importants, auquel cas on essaye de se relayer ou de se répartir la charge. Clairement, le plus gros qu'on ait eu à faire, ça a été Hold Up. S'il y en a qui ont vu passer un petit peu une des vidéos que Clément Fraise avait fait pour expliquer pourquoi est-ce que Fake Up mettait du temps à sortir, à un moment donné, il vous a montré un pavé de feuilles comme ça. Il faut savoir que ce tableau, c'est le collectif qui l'a fait. On s'est réparti le film entier par quart d'heure parce que sinon c'était pas supportable, et puis parce que sinon on allait tous devenir marteau et c'était pas, non, il fallait qu'on reste sain d'esprit un minimum quand même. Et puis ce tableau là, ensuite chaque personne a travaillé de son côté et puis on l'a rassemblé, on a fait un seul tableau. Alors, pour vous donner une idée d'à quel point on était épuisé à ce moment-là, c'est moi qui ai rassemblé les différentes parties et j'ai intitulé ce tableau « Rends-moi 3 heures de ma vie ». .xls. Voilà, donc on était à ce degré-là de fatigue. Pour vous dire à quel point on commençait à vriller marteau, il y a un passage dans Hold Up où le narrateur, la voix off, dit que les essais de recovery ont été arrêtés alors que l'hydroxychloroquine donnait les meilleurs résultats. Et à ce moment-là, il vous montre un très beau graphique qui est issu d'une étude. Sauf que cette étude-là, c'est pas recovery. Et en voyant le tableau, à l'instant où j'ai vu le tableau, je savais de quelle étude c'était tiré. C'est voilà, on est devenu marteau à ce niveau-là. J'ai vu ça, je fais très bien. Mais ça c'est pas recovery. Ça c'est Gautret et al. Et le travail du coup, il est moins présent maintenant parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui sont faites. Mais le collectif existe toujours, on continue à travailler. Et puis quand il y a des... Excusez-moi l'incident de chaton. Voilà, ça avait été vraiment la plus grosse œuvre du collectif. Il existe toujours, on continue toujours à travailler, quelquefois sur des debunks, et puis d'autres fois aussi, ça peut être, ce qui est arrivé avec Patrick Meyer il n'y a pas très longtemps, ça peut être aussi de mettre en lumière des choses qui nous parviennent et qui sont un petit peu compliquées, soit à expliquer, soit à prouver, soit à montrer, parce que c'est compliqué d'y avoir accès. Et on continue bien sûr à faire tout ce qu'on peut, notamment dans la lutte contre la désinformation. Éloigne-toi de ce truc. Question numéro 7, puisqu'on parle de progression dans le temps et de un petit peu comment est-ce que les choses ont évolué. Une question qui est bien naturelle, c'est quoi l'avenir de la page, de la chaîne et de la chronique surtout. Alors, le Covid va bien avoir une fin. À un moment donné, il va falloir, parce que sinon on va tous devenir tarés. Et puis parce qu'on aimerait bien quand même que cette pandémie-là nous laisse un petit peu le temps de souffler avant que la suivante arrive. Oui, je suis très fun en soirée.
hormis ça, l'écho des labos va pas nécessairement s'arrêter pour autant. J'ai très envie d'essayer de continuer ce format, mais peut-être moins fréquemment et peut-être en pouvant enfin parler des découvertes et des choses intéressantes qu'il y a dans mon domaine de spécialité, parce que quand même, je suis un chercheur, et s'il y a un truc que les chercheurs adorent, c'est parler de leur spécialité. Et ça leur a pas suffi d'écrire une thèse entière pendant 3-4 ans dessus, il faut en plus qu'ils continuent à emmerder le monde avec leur sujet chaque fois qu'ils le peuvent. Je vous promets que ce sera intéressant. L'autre chose que j'aimerais éventuellement faire sur la page, en plus à mon avis sur la chaîne, ce serait de développer un certain type de format qui serait, je vais pas dire que ce serait du lifestyle, je vais pas me mettre à faire des tutos maquillage non plus, mais j'aurais envie de revenir un petit peu à ce qui constituait la source, le premier matériau de cette page, qui était de s'adresser aux jeunes chercheurs en herbe. Alors, il y a très probablement plein de gens qui trouveront leur compte là-dessus aussi, mais j'ai envie de créer le contenu que j'aurais voulu trouver, les choses dont j'aurais voulu que ça existe. Excusez-moi, sinon je chaton. J'ai envie de créer le contenu que j'aurais voulu pouvoir trouver quand j'étais en thèse et que j'étais pas loin de me cramer la tête sur ce truc-là. Donc voilà, j'ai envie d'essayer de faire peut-être un peu un espèce en vidéo de guide de survie du chercheur pour ça, qui sera peut-être très intéressant pour les professions qui sont tout aussi sollicitées et qui sera peut-être intéressant aussi pour l'entourage, comment vous occuper de votre chercheur domestique. Voilà. C'est complètement en suspens, notamment parce que, comme j'ai dit, je suis plus la machine de guerre que j'étais il y a encore 3 mois. Donc, de toute façon, pour l'instant, on continue tranquillement l'écho des labos, et le reste, ça verra quand le cerveau sera revenu. T'approches pas de la caméra. Non, mais tu peux arrêter de t'approcher de ce truc chaque fois que je le lance. Dernière question avant de se quitter, question subsidiaire, mais qu'on me pose quand même assez régulièrement. Est-ce que tu dors des fois? Peu. Si vous vous souvenez, je vous ai dit d'être très gentil avec ma maman. Elle saura que moi je ne dors pas depuis que je suis tout bébé, donc il faut savoir que voilà, je ne suis pas quelqu'un qui dort. Je suis quelqu'un qui passe son temps à faire de la vulga, à travailler, puisque c'est quand même mon métier d'être chercheur, à faire d'autres projets artistiques. J'ai la saison 2 d'une web-série qui doit sortir là le mois prochain. Voilà, oui, non, j'avais vraiment pas l'intention de me reposer, c'est assez acté, et je lis beaucoup. Donc avant de vous quitter, si je pouvais faire un truc qui, j'espère, vous tiendra compagnie, vous aussi, durant vos nuits, durant vos soirées, pendant cette marche vers le printemps et cette sortie de l'hiver, si tu peux te barrer de cette caméra, bordel de merde. Dis bonjour aux gens. Tu viens de leur pourrir leur cadre. Dis bonjour aux gens. J'avais envie de vous proposer quelque chose qui puisse vous tenir compagnie un petit peu à vous aussi, et de vous proposer tout un tas de lectures vachement intéressantes si jamais ce que je raconte en temps normal, c'est des sujets qui vous intéressent. Tu veux lire Yves Christen? Si vous vous intéressez à ce qui est quand même ma spécialité de base, à savoir donc la zoosémiotique, le comportement animal, je peux vous conseiller ce livre de Yves Christen, L'animal est-il une personne? Il est un petit peu daté parce que c'est un ouvrage que j'étudiais pendant que je faisais mon master, donc ça nous rajeunit pas tout ça, mais il est extrêmement complet. Il traite à la fois la question du langage, à la fois la question du cerveau, à la fois la question des émotions, et il est très bien documenté. Ça, c'est le livre. Voilà. Ça, c'est le livre. Ça, c'est les notes. Voilà. Il est extrêmement bien documenté. Dans la même catégorie, écrit par un ponte absolu, je vous conseille De la réconciliation chez les primates, écrit par Franz de Waal, qui traite réellement de la complexité des réseaux primates, y compris de l'humain, puisque nous sommes des primates et notre réconciliation n'est pas très très différente de celle des chimpanzés, par exemple. Si vous êtes intéressé, c'est les deux que je peux vous conseiller sur ce qui est plus proche de ma spécialité. Si vous faites partie de ceux qui s'intéressent de manière plus générale au comportement et puis au cerveau, alors si vous êtes plus sur la partie comportement, je vous conseille le merveilleux Altruiste et psychopathe, qui est écrit par Abigail Marsh, qui est neuroscientifique, je crois que c'est le terme, qui s'est intéressé
aux psychopathes, qui en a conclu notamment que si vous avez déjà vu des courbes de Gauss pour l'intelligence ou pour quelque capacité que ce soit, c'est généralement tout petit ici, une grande courbe ici, et puis de nouveau tout petit là. Elle s'est intéressée aux psychopathes qui sont cette toute petite partie-là, mais qui sont finalement une répartition classique des populations humaines, et puis elle s'est rendue compte que personne ne s'intéressait à ce qui est l'autre bout de la courbe, et qui est donc ce qu'elle a appelé les altruistes extraordinaires, c'est-à-dire des gens par exemple qui sont capables de se pointer à un hôpital en disant « Bonjour, j'ai appris qu'on pouvait vivre avec un seul rein et qu'il y avait des gens qui en avaient besoin. Est-ce que vous voulez prendre un des miens ?» Voilà, ces gens-là. C'est un livre absolument fantastique sur une épopée à travers notre cerveau, et je vous conseille. Si vous n'êtes pas porté très science, si c'est un peu pointu pour vous, mais si vous aimez les belles images, je vous conseille le superbe face-à-face avec notre cerveau, qui est vraiment le cerveau tel que vous ne l'avez jamais vu, et des illustrations absolument magnifiques. C'est un superbe ouvrage, je vous recommande. Pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, je conseillerais, si vous vous intéressez encore une fois à ce qui est comportement, mais si vous avez aussi envie de lire des choses un petit peu pointues en ce qui concerne la génétique, Blueprint, qui est un livre très étrange dans le sens où il vous fait beaucoup de démonstrations. Alors pareil, je vous montre, hein, ça c'est le livre, et tout ça c'est les sources. Voilà, qui est très documenté et qui montre comment est-ce que l'ADN régit en réalité énormément des parties de la vie humaine, beaucoup plus que l'environnement, et loin d'être quelque chose de déterministe ou de fataliste, il s'en sert pour expliquer comment est-ce que les écoles privées, ça sert pas forcément à grand chose, comment est-ce qu'on gagnerait tous à avoir plus de mixité sociale, et comment est-ce que ça sert à rien de culpabiliser les gens sur le fait que leurs gamins sont pas capables de faire attention aux cours, ou qu'ils ont encore pris 10 kilos. Voilà, quelque chose de très intéressant que je vous conseille également. Mais c'est que en anglais. Si vous parlez quand même bien anglais, mais que vous cherchez quelque chose de plus accessible, je vous conseille le merveilleux Sex at Dawn, qui est globalement le pourquoi est-ce que on essaye d'être en couple et que c'est compliqué, parce que la monogamie c'est quand même plus un truc d'oiseau que de primate. Alors c'est encore une fois extrêmement bien sourcé. Je le redis, voilà, ça c'est le livre, ça c'est les sources. Et surtout, c'est de la vulgarisation extrêmement drôle. Et je vous lis juste pour l'idée quelques titres de sous-chapitres. Par exemple, comment est-ce que Darwin insulte votre mère ? Jalousie, un guide du débutant pour convoiter la femme de son voisin. La préhistoire de haut. Et par rapport à, si vous connaissez, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, le magnifique, les hommes viennent d'Afrique, les femmes viennent d'Afrique, tout le monde vient d'Afrique. Voilà, c'est un livre extrêmement drôle, extrêmement intéressant et extrêmement bien sourcé. Donc, si jamais la question de savoir comment est-ce qu'on se rencontre, comment est-ce qu'on s'aime, c'est quoi le sexe chez les humains, et comment faire pour que ça marche, même si notre culture et notre biologie sont pas forcément tous d'accord, eh bien je vous conseille. Enfin, le dernier, si comme moi vous êtes quelqu'un qui est très porté sur le lancer de chaise quand les gens vous contrarient et que le monde n'a que des raisons de vous contrarier, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Voilà, je n'ai pas besoin de plus vous expliquer, c'est apprendre l'art subtil d'en avoir rien à foutre. Voilà, c'est très reposant, c'est très bon pour votre système nerveux, mangez-en. Voilà, sur ça je conclus cette FAQ qu'on a fait pour les 10 000 abonnés. On est un peu en retard, on s'excuse, et on espère que ça vous a plu, on espère que ça vous aura répondu à un certain nombre de vos questions, on espère que ça aura répondu peut-être à des questions que vous n'étiez pas posées, mais vous êtes ravis d'avoir les réponses quand même. Et puis on espère vous retrouver encore très nombreux sur la chaîne. À très vite.